Un grand merci, Perrine. Mais il est 9 h pile. Hein. Comment est-ce que j'arrive? Je crois qu'on va commencer. Ouais. Bon, et ben, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Laurent Labbé, je suis fondateur de Choose My Company et je suis accompagné de Camille Fabre aujourd'hui, que beaucoup d'entre vous connaissent. Camille a créé et développe Happy at School, qui va évidemment être l'objet de toutes nos attentions ce matin et j'espère plus largement toute la journée avec la médiatisation des classements qui a débuté ce matin. Je ne sais pas si vous avez pu aller en kiosque acheter les échos, mais on est très fiers du premier dossier Happy at School publié en partenariat avec ce média. Il y a d'autres médias qui vont reprendre les classements, bien sûr, tout au long de la journée, dans les jours qui viennent, et on va en parler un petit peu plus tard. On a un programme assez dense pour 1 heure ensemble. Je vais vous le présenter avant de donner la parole à Camille. Donc Camille va vous présenter l'historique et le fonctionnement d'Happy at School, sa méthode. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour partager avec vous 5 grands enseignements de cette 3e édition d'Happy at School. Alors, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de données. On vous partagera avec vous un livre blanc qui reprend toute la data que vous pourrez regarder pour progresser dans vos écoles. Mais j'attirerai votre attention sur 5 points clés. Ensuite, on découvrira ou on redécouvrira pour certains d'entre vous les classements de cette 3e édition. Je vous parlerai du dispositif de communication. Et puis, ensuite, pendant 20-25 minutes, nous pourrons discuter avec Nathalie Huet, avec Mathieu Mazière et Ralph Spindler, tous 3 représentants d'entreprises, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs et puis de centres de formation d'apprentis. On est très heureux de les avoir avec nous tous les 3. Et puis, ils partageront avec nous finalement ce qui fait la réussite de leurs établissements dans Happy at School et les faits marquants de l'expérience étudiante dans leurs établissements. Voilà. Et puis, j'espère qu'il nous restera un petit peu de temps pour répondre aux questions que vous pouvez nous adresser dans le fil de discussion. On ne pourra peut-être pas répondre à tout, mais s'il y en a un peu trop, on répondra d'une autre manière, par écrit ou sur les réseaux ou directement. On vous contactera pour répondre à vos interrogations. Voilà, j'espère qu'on pourra faire tout ça en 1 heure. Normalement, c'est prévu pour. Je laisse la parole à Camille pour vous faire un petit rappel de ce qu'est Happy at School et de fixer les choses ensemble. Un grand merci déjà à vous tous pour votre présence de ce matin et surtout un immense merci à toutes les écoles qui participent à Happy at School, puisque en fait, Happy at School est rendu possible grâce à votre volonté d'améliorer l'expérience étudiante et de prendre soin de vos étudiants. Donc, un grand merci. On va prendre le temps de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Bon, je pense que certains d'entre vous, et même la plupart d'entre vous, connaissent très bien Happy at School. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est le premier label et classement par les étudiants et pour les étudiants. Donc, depuis 10 ans, Choose My Company améliore la relation au travail pour les entreprises. Et depuis 3 ans, nous accompagnons aussi les écoles. En fait, Happy at School a été créé suite à un véritable engouement qu'on a remarqué des étudiants qui souhaitaient exposer leur avis concernant leur école auprès du grand public. Et donc, c'est pour répondre en fait, à ce besoin qu'on a créé Happy at School en 2019. Donc, Happy at School, c'est simple, hein, comme vous connaissez tous. C'est une enquête, en tout cas pour la plupart, c'est une enquête qui est composée de 20 questions que les écoles envoient directement auprès de leurs étudiants. Donc, vous pouvez lire les 5 thématiques qui composent Happy at School: l'environnement d'apprentissage, l'enseignement, la vie étudiante, la confiance en l'avenir et les relations aux entreprises. Et tout simplement, en fonction des réponses des étudiants, nous accréditons ou non une école en fonction des 3 critères que vous voyez. Donc, il faut que le score soit supérieur à 3,5, que le taux de participation soit supérieur à 30% et un taux de recommandation supérieur à 70%. Donc, finalement, pourquoi Happy at School? On connaît, je pense qu'on connaît tous l'importance des avis dans les critères de choix. Et grâce aux avis d'Happy at School, on souhaitait aider justement les étudiants à choisir leur future école et qu'ils puissent se projeter dans leur future école. La deuxième raison de la création d'Happy at School, c'est aussi
enfin, en tout cas, la raison d'être d'Happy School, c'est de développer l'attractivité des écoles. Donc, il existe un joli panorama des classements et Happy School vient compléter ces classements, mais on souhaitait en fait rajouter au panorama des classements un focus sur l'expérience étudiante. Et donc, la troisième raison, c'est que grâce aux avis récoltés, nos écoles peuvent ensuite exposer, analyser et surtout améliorer toute leur expérience étudiante. Nous sommes très fiers avec Laurent de vous présenter cette troisième édition d'Happy School, parce que pour ceux qui étaient là depuis 2019, Happy School a bien évolué. Et justement, on va vous montrer les chiffres clés, car quel bonheur de voir qu'en 2022, les écoles sont de plus en plus nombreuses à donner la parole à leurs étudiants, donc grâce à Happy School. Vous le voyez, hein, on a 860 écoles qui participent à Happy School, donc c'est plus de 53% depuis mars 2021. Et le nombre de jeunes aussi impliqués dans la démarche Happy School a triplé. On est à près de 44 000 étudiants. Donc, je tenais vraiment encore à vous féliciter, à toutes celles qui sont présentes et à toutes nos écoles de manière générale qui ont lancé le dispositif d'écoute Happy School, et bien sûr à toutes celles qui ont obtenu le label, puisqu'en fait, on a accrédité 126 écoles cette année. Donc, ça représente finalement 15% des écoles. En fait, cette année, on a souhaité être plus exigeant pour être un peu plus proche des attentes des étudiants. Donc, c'est pourquoi on a souhaité rajouter une question par thématique dans le questionnaire. On vous enverra à la fin de ce webinaire la banque des questions si ça vous intéresse. Mais on a rajouté une question par thématique sur des sujets d'impact, d'engagement éco-responsable, d'inclusion, etc. Donc, bravo pour nos écoles accréditées et pour celles qui ont participé, car c'était une campagne un petit peu plus exigeante, sur des notions plus exigeantes. Et on a des belles nouveautés, puisque c'est la première fois que notre classement s'ouvre au CFA. Donc, merci à vous tous. Et qu'on réalise un classement sectoriel d'écoles spécialisées que vous pourrez voir directement sur notre site. Hein, c'est en ligne. Donc, on a bien référencé toutes nos écoles spé par catégorie. Et aussi, la troisième nouveauté, c'est que nous accompagnons nos écoles suite à leur enquête pour les aider en fait, à un petit peu mieux comprendre leurs résultats et mettre en mouvement leurs résultats. Donc, je me répète, mais encore un grand bravo à toutes nos écoles qui se sont engagées dans la démarche Happy School. Et Laurent va vous exposer les 5 things to know d'Happy School. Merci beaucoup, Camille. Alors, je voulais revenir sur 5 points clés et saillants de cette enquête qu'il faudrait retenir en priorité. Alors, le premier, c'est que globalement, on est à 70-71% des étudiants qui sont satisfaits ou très satisfaits de leur expérience étudiante. Donc, c'est un très bon chiffre, mais il est à tempérer, d'abord parce que ça veut dire qu'il y a un étudiant sur 3 qui n'est pas pleinement épanoui dans sa scolarité. Donc, ça reste quand même une statistique importante. Et puis, c'est 4 points de moins que le résultat de l'année dernière. L'année dernière, on était aux alentours de 75% de satisfaction. Alors, on l'explique effectivement par ce que vient de dire Camille, c'est-à-dire qu'on a intégré des critères un petit peu plus exigeants cette année. Happy School est un modèle qui vit. Ce ne sont pas 20 questions qui sont gravées dans le marbre, qui sont figées, qui seront les mêmes dans 10 ans ou 20 ans, mais parce que l'expérience étudiante, elle peut être modifiée en fonction des enjeux pédagogiques, en fonction des nouveautés de l'enseignement, en fonction aussi des enjeux sociétaux ou même des modalités d'organisation de l'enseignement. Je pense évidemment à l'impact de la crise sanitaire qui a modifié le travail présentiel distanciel, mais aussi l'intégration de sujets comme l'exemplarité des attitudes vis-à-vis des femmes dans les écoles, la RSE, l'intégration des enjeux environnementaux à l'intérieur même des cursus pédagogiques, les choix des entreprises qui sont remises en question, les entreprises partenaires dans lesquelles on peut faire des stages des alternances qui sont remises en question par les étudiants. Voilà, donc l'expérience étudiante est quelque chose qui bouge et Happy School souhaite le refléter. Donc 71%, c'est bien, mais attention, c'est quand même un étudiant sur 3 qui n'est pas pleinement content et c'est une petite baisse par rapport à l'année dernière.
La baisse, elle s'explique parce que l'année dernière, on était dans une forme de cohésion extrêmement forte des étudiants, des administrations d'école, des écoles, autour de cette lutte finalement contre la difficulté d'apprendre, d'enseigner dans les écoles à cause du Covid. Donc les choses se normalisent et les étudiants sont plus exigeants, et on le voit notamment sur la question de la mise en place du travail hybride et de l'enseignement hybride dans les écoles. On a une chute de 11 points de cette satisfaction-là. Ce n'est pas tout d'un coup les écoles se sont mis à moins bien fonctionner, c'est que parce qu'on est maintenant rentré dans un stade où on doit être plus mature dans cette hybridation d'enseignement, les étudiants sont évidemment plus exigeants. Voilà. Ensuite, on remarque que les étudiants remettent en question aussi les types d'entreprises qui leur sont proposées, en face desquelles ils se retrouvent pour réaliser des stages et des alternances. Et on voit que les écoles ont du mal à renouveler et à questionner aussi le modèle des entreprises ou la forme des entreprises ou le projet social ou environnemental des entreprises qui entourent les écoles. Et ça se ressent dans deux questions, sur la qualité des stages des apprentissages qui sont proposés aux étudiants, moins 15 points, c'est très très important, mais aussi la mise en relation avec des entreprises qui correspondent à leurs aspirations. Donc des points de vigilance sur ce sujet-là. Deuxième point, on a également 71% des étudiants qui sont satisfaits de l'intégration des enjeux ESG au sein des établissements. Ça, c'est un raz-de-marée que vous vivez tous. On le retrouve à différents niveaux, que ce soit dans les installations qui sont proposées pour étudier aux étudiants, dans les gestes éco-responsables qui sont mis en place et qui sont adoptés par les étudiants, dans l'intégration des sujets relatifs à la préservation du climat, de la planète ou sociaux à l'intérieur des pédagogies, et je le répète aussi à travers les entreprises qui entourent les écoles dans ce sujet-là. Donc, sur le SG, on a deux sujets. On a le social et l'environnement. Je laisse un peu de côté la partie gouvernance pour l'instant. Sur la partie inclusion, les efforts sont salués. On a 80% des étudiants qui sont satisfaits ou qui reconnaissent qu'il y a des efforts qui sont faits dans les attitudes vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes qui sont en situation de minorité. Alors, c'est un pourcentage à prendre avec des pincettes parce qu'à la fois, il est élevé, mais sur ces sujets-là, dès qu'il y a quelques personnes qui s'annoncent non satisfaites dans le respect de la personne, ça prend évidemment une importance beaucoup plus grave. Donc 80%, c'est bien, mais attention, c'est en général un pourcentage qu'il faut qu'on situe autour de 90-95% sur ces sujets extrêmement sensibles des attitudes et du respect de la personne. Par contre, on est à 63,7% sur l'intégration des enjeux RSE par les écoles dans les cursus pédagogiques ou dans les façons d'être. Et là, on est sur un pourcentage relativement bas quand on voit les autres items et la qualité des autres items. Donc, c'est une attente qui est très forte. C'est un facteur à la fois de motivation pour les étudiants, mais attention, c'est aussi un facteur de démotivation. Dans le monde des enquêtes, on a de la motivation et on a de la démotivation, et les critères RSE jouent des deux côtés. Donc, ça peut être à la fois très positif et en même temps être l'objet d'un retour de manivelle assez important. Troisième enseignement, les femmes sont moins satisfaites de leurs expériences étudiantes que les hommes. C'est un parallélisme qu'on retrouve avec l'épanouissement professionnel des femmes aussi dans les entreprises. Donc, il y a une cohérence. C'est évidemment une alerte, un signal qu'on connaît tous. Il y a quelques jours la journée internationale du droit des femmes, donc ça fait écho évidemment à ces sujets-là. Les femmes sont à 69,4% de satisfaction. C'est 5,7 points de moins que leurs collègues masculins. Quels sont les points qui cristallisent cette différence de satisfaction ? La vie du campus. Elles sont moins satisfaites des projets extrascolaires qui leur sont proposés, de leur implication dans une vie associative. Elles sont plus exigeantes sur la qualité des installations, des équipements, des locaux. On a 10 points d'écart. Et elles sont globalement beaucoup plus sensibles aussi à l'intégration des sujets RSE et regrettent que les opportunités professionnelles avec des entreprises à impact positif ne se présentent pas suffisamment à elles. Elles sont plus sensibles sur ces sujets-là. Quatrième point,
si on fait un classement dans quel type d'établissement l'expérience étudiante est la meilleure, même si c'est assez serré, je trouvais assez intéressant de dire que c'est les écoles d'ingénieurs qui se distinguent par la meilleure expérience étudiante. C'est 76%. Juste derrière les écoles de commerce, 75%, donc c'est presque la même chose, mais c'est intéressant parce que les écoles d'ingénieurs marketent un peu moins cette expérience de vie étudiante. Ce résultat, pour avoir réalisé quelques interviews récemment avec des médias, surprend positivement pour les écoles d'ingénieurs et les personnes qui découvrent cette différence. Ensuite, les universités, 69%, les CFA, et les écoles spécialisées sont à 62%. Voilà. Les écoles d'ingénieurs, c'est la qualité des relations avec les entreprises partenaires qui est saluée. On est à 11 points de plus que la moyenne. Et la prise en compte des enjeux environnementaux, qui est plus intégrée déjà que dans les écoles de commerce, les CFA, les universités ou les écoles spécialisées. Les écoles de commerce, elles ont des environnements plus agréables, plus appréciés, des campus, la qualité des installations, 9 points de plus que la moyenne. Elles ont été plus actives et en tout cas, la mise en place de l'enseignement hybride est davantage appréciée par les étudiants que dans les autres types d'établissements. Et finalement, les CFA, les universités se distinguent par finalement la capacité à inclure davantage la société dans des différentes composantes. Donc, un reflet de la diversité qui est fortement apprécié et qui pêche un tout petit peu plus dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Dernier point, on va finir sur une note très optimiste, malgré toutes les difficultés qu'on peut connaître et qui s'enchaînent et qui ne s'arrêtent pas. On a une promotion 2026 qui est optimiste. 88,5% des étudiants considèrent que leurs écoles les préparent à avoir un impact positif sur le monde. Ils sont confiants en l'avenir, en leur avenir. Ils sont confiants en leur diplôme. Donc pour nous, c'est quand même très important puisqu'à la fin, l'idée, c'est que l'école leur donne confiance en eux et en l'avenir et en leur propre impact. Donc, terminons sur cet enseignement très positif ensemble. Voilà les 5 enseignements que nous avions envie de porter à votre attention. Il y en a encore une fois beaucoup d'autres. On a des tonnes de data, mais vous les aurez après. On ne pouvait pas tout partager maintenant. Voilà pour ces 5 things to know about this 5e édition. Je fais du franglais, hein. Je peux me le reprocher si vous voulez, mais quelquefois c'est un peu plus utile. Voilà. Camille, je te redonne la parole. On va redécouvrir les classements ensemble. Ça te va? Un grand roulement de tambour pour les classements Happy School. Donc pour les écoles de commerce, on va vous montrer qui sont les vainqueurs. Donc on a en première position, toutes mes félicitations, Burgundy School of Business. Toutes mes félicitations pour la 2e position pour Audencia et l'EM Lyon. Un grand bravo. 3e position pour TBS Éducation. Et puis ensuite, 4e position, ESDES, l'ESC Clermont Business School, ex-aequo avec l'ICD Business School, Excelia Business. On a ensuite l'ICN Business School, l'EM Normandie, l'ESCA et Paris School of Business. Donc un grand bravo. Donc c'est un top 10 sur 35 écoles de commerce. Donc vous pouvez tous être très fiers, même pour ceux qui sont ensuite dans ce top. Un grand bravo à vous tous. École d'ingénieurs. Pour le top 10 des écoles d'ingénieurs, bravo à Ensaïd, bravo à l'école des mines de Paris qui est 2e au classement Happy School. On a ensuite Paolitech Corse, donc notre 2e école corse dans Happy School. Eurecom, Enitarb, 6e place IFP School, 7e place ISIFC, 8e place Unilassal, 9e ex-aequo, on a le Centre des hautes études de la construction Chèque avec Estaca ex-aequo et la 10e position, le SITC Caen. On va vous dévoiler donc le top 20, cette fois-ci des écoles spécialisées. Le top 10, pardon. Vous découvrez le top 20 sur le site. On n'avait pas la place, ouais. Donc, on a Emma Sup en première position, ESNA de Bretagne 2e position, Luxury Hotel School Paris à la 3e place, Eurydice Business School à la 4e, 5e, c'est The American Business School of Paris,
6e ex-aequo IMIS et ISTC, 7e place Excelia Digital, 8e IRCOM, 9e Excelia Tourisme, 10e, là on a des jolis ex-aequo, puisqu'à la 10e place on a ESTA, ESTBB, IBSM Mode et Marketing, ICL, l'école des business développeurs. Donc un grand bravo, surtout que cette année vous retrouverez donc sur notre site toutes nos écoles référencées dans 10 catégories pour que ce soit beaucoup plus pertinent en fonction de leur spécialité. Ensuite, nous avons le top 10 des CFA. Bravo à Real Campus by L'Oréal pour sa première place. Puis, à la deuxième place, nous avons Aspored, CFA d'édition et École de droit ED, HEAD. On a ensuite encore des ex-aequo pour Adens Academy et IMT Business School. Puis, à la quatrième place, EPL FPA, ICO, Groupe Alternance Ajaccio, donc notre deuxième école corse, comme vous le voyez, EPMT, CFA l'ERENA, je suis désolée si j'ai écorché le nom, et 9e place, CEPRECO, puis 10e place, École Femmes. Un grand bravo à tous nos CFA qui nous rejoignent pour cette première édition pour les CFA. Ah ouais, et vraiment, on est très heureux que les CFA aient… Bon, déjà, on est très heureux d'être allé sur ce sujet des CFA, que les CFA répondent de manière aussi importante. On a mélangé, vous avez vu, il y a une grande tendance qui consiste pour les entreprises à créer leur propre CFA. Donc, il y a à la fois l'intégration de CFA d'entreprises, évidemment les CFA qui ne sont pas dans les entreprises. C'est important pour nous aussi dans cette logique d'améliorer la relation au travail. On considère que les centres de formation apprentis sont en train de faire une jonction incroyable entre des métiers qui ne sont pas forcément valorisés et les besoins des entreprises. Donc, c'est un sujet très important pour Happy School. Vous avez vu aussi que dans les CFA, l'expérience étudiante est un petit peu en retard par rapport aux écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs. Il y a un grand travail qui est entrepris pour repositionner l'étudiant au centre du projet. Donc, on est très, très heureux de pouvoir participer à cette énorme dynamique que nous pouvons observer dans les centres de formation d'apprentis. Et enfin, on a le top des universités. Donc, on a en première place l'Université Orléans, le Master MBFA. Ensuite, ICP, le campus de Reims. Et l'IAE France. Merci d'ailleurs à toutes les écoles IAE qui ont participé. Et quatrième place, l'Université Paris-Dauphine, PSL. Donc, un grand bravo aussi à toutes nos universités qui nous font confiance et qui réalisent Happy School avec nous. L'université, sujet très important parce que c'est une masse d'étudiants énorme, évidemment. Sujet difficile, vous voyez, on n'a que 4 universités. C'est des univers qui sont difficiles à pénétrer parce qu'ils ne sont pas ou peu organisés pour qu'on puisse accéder facilement aux étudiants avec des services carrière ou entreprises ou dans le suivi des étudiants qui n'ont pas du tout les mêmes capacités que les écoles d'ingénieurs ou de commerce. Et pour autant, l'expérience étudiante est moins importante, pour être clair, dans les universités que dans les autres écoles, mais sujet également qui commence à être pris en charge. Mais vous voyez, petit classement parce que difficulté de pénétrer cet univers-là et pourtant qui est si important. Et juste pour terminer, pardon, avant de les labelliser, pour les classements, vous retrouverez donc le top 15 des écoles de commerce sur notre site, top 20 écoles SP par catégorie ensuite, top 20 de écoles d'ingénieurs et enfin top 15 des CFA. Juste pour voilà, vous sachiez que vous êtes bien, toutes les autres écoles, vous êtes exposées sur notre site internet. Alors, au-delà des classements, il y a 126 écoles, établissements qui sont accrédités, labellisés Happy School. Donc, nous les avons toutes rassemblées dans ce slide. Alors, pas uniquement dans ce slide qu'on partage ensemble, mais évidemment exposées sur la plateforme Choose My Company, dans les différents communiqués de presse qu'on pourra faire, dans les communications que nous allons mettre en place sur les réseaux sociaux et réseaux pro. Donc, voilà, toutes les écoles qui sont labellisées sont ici, on le partagera. On ne pouvait pas mettre évidemment tout le monde dans les classements, mais sachez que la communauté des entreprises labellisées Happy School, même si elle est exigeante, elle est plus importante que les seuls classements, puisque nous avons 126 écoles CFA universités qui sont félicitées par leurs propres étudiants. Ce classement-là, il est depuis ce matin dans les kiosques. Voilà. Donc, c'est un petit dossier de 8 pages que vous pouvez retrouver dans l'édition papier du quotidien Les Échos. Vous retrouvez aussi ce format entièrement digitalisé
et puis un PDF qui est libre de droit que vous pourrez partager sur les réseaux, en interne ou en externe, autant que vous voulez. Il y a beaucoup de relais aussi dans Studirama avec lesquels nous avons un partenariat. Hier, on a fait une interview avec Le Monde des grandes écoles qui fera paraître un papier dans les jours qui viennent. Et puis d'autres médias devraient reprendre puisqu'on a quelques interviews qui sont prévues dans les jours qui viennent. Et nous sommes très actifs sur LinkedIn, Twitter, Instagram. Et on ne l'a pas mis, mais nous avons des projets assez importants sur TikTok. Mais comme ils ne sont pas tout à fait aboutis, nous n'avons pas mis ce logo pour l'instant. Voilà, pour ne pas vous donner des fausses joies. Mais en tout cas, on y travaille beaucoup puisque c'est un média, bien sûr, extrêmement suivi des 16 ou 18, 24 ans. Voilà, je suis trop vieux pour le savoir, mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps grâce à mes enfants. Voilà. Donc, tous ces classements seront relayés, bien évidemment, dans tous les outils qui sont mis à notre disposition. Voilà pour nous. Ce qu'on pouvait vous dire assez rapidement sur le dispositif Happy at School 2022. Et j'aimerais qu'on accueille 3 responsables d'école, directeurs d'école, et qu'on puisse écouter leurs témoignages, ou en tout cas échanger avec eux, pour qu'ils nous disent voilà, qu'est-ce qui fait que leurs établissements sont fortement appréciés de leurs propres étudiants, que ce label Happy at School est mérité. Donc finalement, qu'est-ce qui fait que leurs étudiants sont mis au cœur de leur projet. Donc avec nous, on a Nathalie Huet, qui est directrice entreprise et carrière de Burgundy School of Business. Bonjour Nathalie. Vous m'entendez ? Bonjour, oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On a aussi Mathieu Mazière, qui est le directeur des études des mines ParisTech. Non, mine de Paris maintenant. Mais mine de Paris, pardon. Ah, c'est le problème de nom. Okay. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Et puis nous avons Ralph Spindler, je n'écorche pas votre nom. Ça va? Parfait. Qui est directeur de l'école IMT Business School. Merci beaucoup tous les 3 d'être avec nous ce matin et de partager vos convictions et votre expérience. Nathalie, je commence par vous. Quand je vous ai demandé ce qui faisait que vos étudiants étaient hyper épanouis et que vous étiez tout en haut du classement Happy at School, vous m'avez dit, nous, on prend l'étudiant dans son entièreté. Vous ne m'avez pas dit que ça, mais j'avais envie qu'on commence par ça. Qu'est-ce que ça veut dire prendre l'étudiant dans son entièreté ? Allez, commençons par ça. En fait, on le voit aussi dans les composantes de votre classement, c'est-à-dire que ce qui fait, je pense, puis je pense que mes collègues des autres écoles et les autres participants ont aussi cette vision, c'est qu'on se doit, en tant qu'école, d'intégrer l'étudiant, pas uniquement dans son statut d'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant, c'est une personne, comme on est tous, et qui arrive avec une histoire, avec une vie sociale, avec des envies, des avis, avec des ambitions intellectuelles, avec des projets. Et en fait, l'école se doit d'avancer tous ces curseurs en même temps, au même niveau. Et quand on voit, je parle des résultats de BSB, je pense qu'effectivement, c'est le fait de pouvoir travailler toutes ces composantes et donc d'intégrer l'étudiant dans son entièreté, effectivement, qui fait que l'expérience, elle est différente. C'est effectivement la vie associative, mais c'est le niveau académique, c'est l'appartenance à une communauté, c'est pouvoir avoir des espaces pour parler de soi aussi, c'est assumer une vulnérabilité quand il faut, c'est créer des conditions de confiance, c'est lui donner de l'ambition, et tout ça oblige l'école à avancer sur tous les curseurs. Donc voilà, je ne sais pas si ma réponse était claire, mais l'entièreté de l'étudiant, c'est ça, c'est qu'on fait tous les efforts et les équipes font tous les efforts pour accompagner l'étudiant sur tous les aspects de sa vie et de sa personne. Et du coup, vous leur proposiez beaucoup de parcours très individualisés. Vous disiez, nous, on ne fait pas d'industrialisation des parcours. Oui, c'est effectivement, je pense, l'équilibre qu'ont pas mal d'écoles, ou CFA ou autre, c'est le volume versus hyper-personnalisation. On a fait un choix de business model à BSB d'une croissance raisonnée et donc de ne pas aller vers un choix d'hyper-volume. Et donc, ça oblige tout ce qu'on fait à l'école de pouvoir répondre aux individualités des étudiants. Donc, effectivement, c'est le côté hyper-personnalisation. Donc, c'est à la fois dans les choix de programme, les choix de parcours académiques. L'étudiant va pouvoir, par bloc, aller piocher et construire son parcours en fonction
de lui, de ses envies, de lui ou d'elle, bien entendu. Et puis, c'est dans l'accompagnement, on parle des entreprises. Effectivement, nous, sur les entreprises, on doit avoir un portefeuille entreprise qui correspond à tout, à l'ETI, jusqu'au grand groupe, jusqu'au local, et puis avec des ambiances et des cultures d'entreprise différentes, c'est les stages et on s'oblige à multiplier et à surmultiplier ces accès pour que l'étudiant ait vraiment une expérience qui est celle que lui attend et pas le mettre dans un gros bloc et de traiter du volume. C'est vraiment de se dire, voilà, on est tous des individus différents et à l'école, l'étudiant doit pouvoir trouver ce qui est lui, vraiment son cheminement à lui ou à elle. J'aurais d'autres questions, évidemment, mais Mathieu, Mathieu Mazières, sur ce même sujet, vous me disiez, vous, il faut trouver les clés de la motivation, il faut les faire découvrir ces étudiants, quels sont leurs propres leviers de motivation, et que pour ce faire, vous les aidiez à réaliser quelque chose en plus de l'apport théorique que votre école leur amène. Si on pouvait commencer par ça, même si je sais que vous avez plein d'autres choses à dire. Plein de choses à raconter. Ouais, ça, je sais que c'est un élément qui nous tient à cœur, mais essentiellement sur les aspects pédagogiques, de repenser la pédagogie dans les établissements. On a souffert pendant des années d'élèves qui venaient dans des établissements comme les nôtres. Et là-dessus, je pense qu'on peut plaider coupable, mais qui n'étaient pas satisfaits de l'expérience pédagogique qu'on leur proposait. En fait, ils achetaient un peu un nom. Enfin, ils étaient contents d'avoir au final la marque qui leur permettait de rentrer dans les meilleures entreprises, aux meilleurs postes. Mais pour la peine, les retours des élèves qui sont passés dans les années 2000 dans un certain nombre d'établissements, prestigieux notamment, c'était qu'au niveau du contenu pédagogique et de la réflexion autour de ce qu'on leur proposait comme formation durant ces 3 années, c'était assez pauvre et assez décevant en fait. Et là-dessus, je suis assez content que depuis un certain nombre d'années, il y ait des grandes réflexions à tous les niveaux pour essayer d'améliorer ça et qu'on ait une sorte de feedback via des classements comme le vôtre qui permet de vérifier qu'on aille dans la bonne direction. Alors, entre autres, ce que j'avais raconté quand on s'était parlé avant cette émission, c'était justement de bien se rendre compte que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin d'un certain dynamisme dans la pédagogie qu'on va leur proposer. Les contenus théoriques, ils sont disponibles en ligne, en fait, avec le déploiement de plateformes multiples, variées, où il y a une quantité, finalement, de contenu qui est quasiment infinie. Nous, notre travail, il commence à se transformer. Et là, je prends un peu ma casquette d'enseignant, parce que je suis aussi professeur en mécanique, en l'occurrence. Notre travail, il est plus d'essayer de trouver les clés de motivation pour inciter les élèves à aller chercher par eux-mêmes les contenus, à les appliquer et à apprendre. Et pour ça, il n'y a rien de tel, même si c'est compliqué à faire, que de travailler sur la réalisation concrète de quelque chose. Le fait de faire des modes projet, du travail en équipe, ça paraît un peu banal, mais en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Et avec vraiment ce côté, il faut qu'ils aient la satisfaction de la réalisation, d'arriver à se motiver et de ne pas les abandonner au milieu en disant « oui, tu as échoué, mais tu as appris quelque chose ». Ce n'est pas le but. Le but du jeu, c'est vraiment qu'ils aient la satisfaction de pouvoir après aller montrer leur réussite. Ça coche toutes les cases parce que ça va leur donner confiance, ça va leur faire du bien, ça va leur donner envie de travailler, d'apprendre et ça va finalement les mettre dans les bonnes conditions pour plus tard. Et vous allez même jusqu'à co-construire avec des étudiants des contenus de cours, même des plannings. La co-construction maintenant est au cœur de la pédagogie. Oui, ça c'est, je pense, un autre élément fondamental en fait, c'est de vraiment penser le rôle de l'étudiant comme un usager en fait des formations qu'on va lui proposer et dans un contexte plus large d'une expérience étudiante, mais de ne pas hésiter en fait même s'ils sont de passage pour une période courte, 2 ans, 3 ans, 5 ans, à leur demander de s'impliquer dans l'amélioration de ce qu'on va proposer au suivant. Moi, je suis toujours frappé de la générosité qu'ils vont mettre, du temps qu'ils vont consacrer à nous aider à améliorer des formations dont ils ne profiteront pas parce qu'eux, ils ne seront plus là. C'est assez génial de les voir comme ça, passer des heures à améliorer les cursus, à améliorer la formation pour les années suivantes. Et à titre d'exemple, la dernière grosse refonte qu'on a fait, nous, en 2019, on avait une équipe projet qui était constituée de 3 enseignants, de 3 élèves.
Et les 3 élèves, ils étaient vraiment au cœur du projet, pas juste pour donner un avis de temps en temps. Ils ont vraiment co-construit le cursus, le nouveau cursus auquel ont droit du coup les générations d'après par ailleurs et qui, d'un certain point de vue, correspond mieux aux attentes des élèves. Et si on pousse l'idée jusqu'au bout, nous, ça nous est arrivé là récemment de construire certains modules en partenariat, pareil, avec les élèves. C'est-à-dire que là, ils sont non seulement usagers, mais ils sont même à l'origine presque de la réflexion en disant pour l'an prochain, ce module-là, comment vous voyez les formes précisément. Et donc, en amont, on travaille avec eux sur ce qu'ils vont vivre comme expérience un peu plus tard. Et les enseignants, ça marche vraiment très, très bien si c'est bien fait. ils ne se sentent pas mis en concurrence, là, vos enseignants? Non, en fait, c'est ce que je dis. Il faut le faire de manière intelligente. Chacun son rôle. C'est-à-dire que l'enseignant va avoir son rôle d'expert, de spécialiste des domaines que ne peuvent pas avoir les élèves, vu qu'ils sont en amont. Et les élèves vont plutôt apporter des demandes et de l'aide organisationnelle sur la façon dont on va amener dont on va faire l'apprentissage. C'est-à-dire en disant, nous, on le verrait plutôt sous forme d'un séminaire avec telle ou telle organisation. Est-ce qu'on fait 3 jours d'affilée? Donc, des éléments comme ça, ils vont participer en contactant des intervenants supplémentaires et des choses comme ça. Et en fait, c'est plutôt gagnant-gagnant comme deal. C'est-à-dire qu'il y a une synergie qui se crée. C'est ce que je disais, de la co-construction qui amène du coup à plus de qualité au final parce que tout le monde apporte un petit peu sa patte. Merci beaucoup. Je vous redonnerai la parole après, mais Ralph, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le CFA IMT Business School. Merci de représenter les CFA aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Je ne sais pas si vous voulez directement rebondir sur ce qui a été dit par Mathieu ou Nathalie. On a parlé ensemble, en préparant, vous m'avez présenté une notion que je ne connaissais pas, en tout cas la terminologie, que vous vouliez être le tiers-lieu de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, votre enquête et les différents résultats que vous avez présentés avant ont été assez explicites sur le lien qui est à faire entre les étudiants et l'entreprise. Et je crois en tant que CFA, on est directement impacté parce que c'est notre quotidien dans la relation entreprise sur le développement de l'apprentissage. Et en fait, ce qu'on a souhaité, c'est dans le développement de nos écoles, c'est réellement créer des tiers-lieux où effectivement le monde économique et le monde étudiant se croisent systématiquement. Donc, en fait, l'attente vis-à-vis des locaux, vous l'avez aussi, et les infrastructures, vous l'avez démontré. Donc, ce sont des investissements assez lourds que l'on fait. Mais pour qu'aujourd'hui, nos apprentis soient aussi au contact de coworkers, d'entreprises qui sont là pour aussi louer des salles, organiser des séminaires qui nous permettent de rebondir pour organiser des workshops et pour organiser un maximum de manifestations pour que l'école et l'entreprise finalement se regroupent dans un lieu commun. Et on considère que notre école, c'est le lieu des étudiants, mais c'est le lieu des entreprises. Notre finalité, c'est quand même l'employabilité. On peut apporter la meilleure expérience possible, on peut diplômer les personnes, mais le juge de paix, ce seront les entreprises et ça sera le taux d'employabilité qu'auront nos jeunes en fin de cursus. Donc, je trouve un peu la faiblesse de penser qu'on n'est pas uniquement là pour leur délivrer un diplôme, mais clairement les préparer à l'avenir, tant dans les postes qui seront ouverts que dans leur esprit d'entrepreneur, puisqu'aujourd'hui, c'est quasiment 30% des jeunes qui ont un esprit d'entrepreneuriat. Vous me disiez, j'aimais bien la phrase, vous êtes là pour leur créer des opportunités. Donc physiquement, vous les avez mis dans les mêmes lieux que des entrepreneurs, que des entreprises, et que vous dites, mon rôle d'école, c'est de leur créer des opportunités. Ce n'est pas forcément de leur dire exactement ce qu'ils doivent faire, mais c'est de les mettre en contact d'opportunités. Oui, mais je reconnais beaucoup dans ce qui a été dit avant par les différents intervenants. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une forme de co-construction et de co-responsabilisation par rapport à leur avenir. Je pense qu'on a dû aussi un petit peu changer les codes pour se dire quel est l'environnement le plus propice à leur développement personnel dans le cadre de leurs études. Je pense que donner du sens est hyper important aujourd'hui et de les rendre acteurs de leur formation. Le Covid a profondément changé nos étudiants. Et aujourd'hui, un étudiant qui ne se plaît plus dans son cursus s'arrête, ce qui n'existait pas avant, mais il n'a plus peur de dire j'arrête et je change de voie. Et je crois que tant dans l'orientation que dans l'intégration et l'évolutivité dans l'avancée de sa formation, on doit être très vigilant et toujours accompagner ces éléments. Donc, on pense qu'effectivement, les mettre en relation systématiquement avec les entreprises, avec des personnes qui ont des postes, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, on a des coworkers qui sont là, surtout qui peuvent être en télétravail. Et le deal que l'on peut avoir, c'est que quand un coworker nous demande effectivement ce que coûte le temps passé ici, ça lui coûte 2 heures d'expérience d'échange avec des étudiants. Voilà, mais ça leur donne aussi après l'envie de créer des conférences, créer des nouveaux événements, et on remarque la facilité avec laquelle
en fait, ces professionnels s'assiedent à midi ou dans les espaces de coworking avec les étudiants. Le lien se fait seul et je crois qu'il faut laisser faire les choses. Et vous me disiez, dans un autre sujet, on discutait des valeurs de votre CFA. Vous me disiez qu'elles étaient basées sur la réalité de ce que vivaient les étudiants. Et c'est cette réalité-là qui avait déterminé les 6 valeurs Oui. de l'IMT Business School. Vous pouvez nous en dire un mot à la fois de ces valeurs et à la fois de cette façon dont vous fabriquez ces valeurs? Oui, alors là aussi, je rejoins complètement la notion de communauté. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la sélection et autres, on souhaite aussi que les étudiants qui intègrent notre CFA soient en phase avec les valeurs que l'on développe pour, encore une fois, valider l'environnement propice à leur épanouissement. Donc, effectivement, sur les éléments de tout ce qui est responsabilité sociétale, nous, on a essayé de développer autour de 6 valeurs. Donc, déjà, l'école veut clairement avoir un impact positif sur la société dans tout ce que l'on fait. Mais les 6 valeurs, aujourd'hui, c'est la place de la femme, c'est le handicap, c'est discrimination, harcèlement, ce sont les nouvelles formes de travail, c'est le sport et le bien-être et l'écologie. Et toutes les actions de l'association étudiante ou dans tout ce que l'on développe au niveau de l'école sont axées autour de ces valeurs. Donc, se fait autour de séminaires professionnels. Voilà, on a fait un séminaire RH avec une centaine d'étudiants qui ont travaillé clairement sur l'application des valeurs. Et surtout, ce n'est pas des valeurs qui sont données comme une morale, ce sont des valeurs dont ils prennent la main sur ces valeurs et c'est eux qui vont les animer. Je prends l'exemple de discrimination harcèlement parce que ça existe aussi encore, même en études supérieures. Ce sont des apprentis eux-mêmes qui sont référents d'autres apprentis pour libérer la parole et pour essayer de les aider. Le sport et le bien-être, c'est d'accompagner des sportifs de haut niveau, mais aussi des sportifs en situation de handicap, voir comment améliorer l'accès au sport pour nos propres étudiants. Enfin, ce sont sur toutes les valeurs qu'on essaie de décliner, c'est la femme et l'entrepreneuriat. Le handicap, on a aujourd'hui sur nos 450, 4 personnes en situation de handicap moteur. Voilà, donc c'est l'inclusion et tous ces éléments-là font partie aussi du projet pédagogique, puisque dans leur carrière de futur manager, ce sont des choses sur lesquelles ils doivent savoir animer et savoir être des acteurs pour favoriser toutes ces valeurs dans l'entreprise de demain. Nathalie, à propos des valeurs, puisque vous avez multiplié l'offre, vous faites une ultra personnalisation, il y a un socle commun quand même, il y a un étudiant en Burgundy qui en sort quand même à la fin, où il y a 10 000 étudiants différents qui sont lâchés dans la nature. Quel est votre socle finalement? Non, alors en fait, il y a forcément des marqueurs communs sur les étudiants. Après, bien entendu, il y a, alors c'est 3000 étudiants, mais on a 3000 personnalités, mais comme je pense dans pas mal d'écoles. Après, il y a des marqueurs communs grâce à ce qu'ils ont vécu à l'école. Ralph, je me permets de parler de valeurs. À l'école, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on demande à nos étudiants de réaliser 40 heures de bénévolat pour la société civile. En fait, on peut leur donner tout le bagage académique, toutes les expériences qu'ils vont vivre, parce qu'effectivement, comme disait Mathieu aussi, aujourd'hui, les écoles, ce sont des lieux d'expérimentation. Ils ne sont pas là à avaler du savoir, ils le vivent, ils expérimentent, ils se plantent, ils recommencent. Tout ce qu'ils vont vivre là, il faut aussi que l'école les accompagne dans leur vie de citoyen. Donc, c'est la responsabilité qu'ils ont envers la société, c'est ce qu'ils vont y faire, eux, leur positionnement par rapport à ces questions. Et donc, en fait, sur les grands marqueurs qu'on peut retrouver de nos étudiants, je pense qu'on va vraiment avoir l'esprit critique, la curiosité, parce que c'est ce qu'on leur aura demandé tout le temps où ils ont été à l'école. Voilà, soyez curieux, critiquez, challengez, posez-vous les questions, sortez de votre zone de confort, trompez-vous, recommencez, allez chercher du conseil. Donc vraiment, voilà, vraiment ce côté curieux, esprit critique, sont forcément des étudiants très bien formés. C'est l'excellence académique qu'on cherche toujours à atteindre. Et il y a 2 autres points, je pense, qui sont importants. C'est l'esprit collectif. Quand on demande aux étudiants dans toutes les enquêtes les mots qui représentent l'école, et là, ça en est une preuve, on retrouve les mots de communauté, de proximité, même de famille. Alors voilà, c'est un côté un peu particulier, mais en fait, ils se sentent bien, ils sont ici chez eux, ils sont heureux. Donc cet esprit collectif, on souhaite aussi qu'après, dans leur projet professionnel, que ce soit dans une entreprise, dans ce qu'ils vont créer, dans ce qu'ils vont apporter à la société économique, qu'ils aient ce souci de l'autre. Parce que voilà, on est tous des animaux sociaux, donc je pense que c'est important que nos étudiants l'aient. Et un dernier point, c'est le côté humble, c'est-à-dire que on veille aussi à dire aux étudiants, voilà, restez modestes, restez humbles, vous serez des apprenants toute votre vie de toute façon, vous n'allez absolument pas être parfaits.
Donc, ces marqueurs d'esprit collectif, d'esprit curieux, d'intellect, et puis de ce côté humble, voilà, je pense que c'est vraiment des marqueurs qu'on va retrouver auprès de nos étudiants, et c'est ce qu'on essaye de leur transmettre pendant leur scolarité et leur expérience à l'école. Je pense que c'est important pour intégrer un monde économique et professionnel tellement challengeant et complexe. Il faut savoir naviguer dans ces océans d'incertitude, en fait. Donc, on peut ultra personnaliser sans perdre de vue un socle de valeurs ou de compétences communes, soft skills. Bien sûr, ça c'est important. L'hyper-personnalisation, elle est pour répondre au driver et à l'élément de motivation de l'étudiant. C'est ce que disait Mathieu, je me permets, mais effectivement, on se doit de leur apporter tous un certain niveau de compétences, de valeurs, et qui correspond à l'ADN de l'école dans laquelle ils sont et qu'ils ont choisi aussi pour ça. C'est aussi une rencontre, un étudiant et une école. Donc ça, ce socle-là, c'est à l'école de l'apporter et à eux d'y participer. Mais après, l'hyper-personnalisation, elle est là pour répondre à leur levier de motivation. Ils ne vont pas avoir la même envie pour tout. Ils ne vont pas être motivés de la même façon pour tout. Donc, il faut qu'ils aient la possibilité de choisir ce qui va répondre à leur élément de motivation et qui va faire que ils vont se donner, ils vont s'engager et ils vont faire ce pas en plus qui fait la différence aussi quand ils veulent porter un projet. Donc oui, les deux ne sont pas du tout antinomiques, au contraire, et c'est l'équilibre, je pense, qu'ils font trouver qui fait une expérience unique, quoi. Mathieu, vous parliez d'usager. On commence à se rapprocher du client, un peu dans le même esprit. Comment on garde son âme d'école en satisfaisant tous ces étudiants qui ont une approche allez, si je veux provoquer, clientéliste, c'est pas ce que vous avez voulu dire. Mais non, c'était usager. Nous, c'est les termes qu'on utilise qui sont un peu administratifs par opposition à personnel. Moi, ça reste surtout je les appelle plutôt les jeunes ou, ou les élèves. Je vais être honnête, j'utilise très rarement ce terme-là. Surtout, on vit une expérience qui est assez extraordinaire. C'est un vrai plaisir de travailler dans ce genre d'environnement aussi. Je pense que mes collègues ne diront pas le contraire. On est pris par ce dynamisme en fait, que vont nous apporter tous ces élèves en fait, qui sont dans une tranche d'âge qui apporte plein de vie en fait. Donc, c'est extrêmement agréable à ce niveau-là de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Je pense qu'ils confirmeront que moi, je mesure une certaine chance de pouvoir avoir ce genre de travail finalement. Sur la question de la personnalisation, juste pour rebondir très, très rapidement, je pense que vraiment, on peut personnaliser. Il faut au sens où personnaliser, c'est respecter la personnalité de chacun. Il y a quelques années, quand on a mis en place des cours d'expression orale, en fait, on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, c'était mal fait au sens où ça avait tendance à faire des clones qui s'exprimaient tous de la même manière, avec les mêmes codes, les mêmes gestes. Et c'est pas ça, respecter la personnalité de chacun, c'est accepter qu'il y en a un qui parle un peu moins fort, qui parle un peu plus fort, qui est un peu plus renfermé. Par contre, c'est développer sa personnalité, sa propre personnalité et ses propres capacités à l'aune justement de ce besoin de savoir s'exprimer en groupe, mais on n'est pas obligé de tous s'exprimer de la même manière d'ailleurs. Et de conserver peut-être même nos petits défauts et nos choses comme ça, d'apprendre à voir chez les autres justement un peu ces spécificités. Et je rebondis pour finir vraiment sur ce côté-là, de les former à l'écoute et à l'attention à l'autre, c'est vraiment très très important ça. Et justement de pousser ces choses-là, si on fabrique des clones, en fait, on n'y arrivera pas. Donc justement, il faut à la fois respecter leur personnalité et les amener à ce qu'ils respectent et qu'ils comprennent aussi les spécificités de chacun. Ralph, vous voulez rebondir ou ajouter quelque chose? Non, je trouve hyper intéressant que dans 3 secteurs différents, types d'écoles différents, en fait, on retrouve les mêmes aspirations et c'est hyper encourageant pour l'avenir. Et peut-être que justement, peut-être une des erreurs qui a souvent été faite, c'était peut-être de considérer parfois l'étudiant comme un client. Et je crois que c'est ce qui est aussi en train de changer. Je pense qu'effectivement, on accepte tous d'avoir nos valeurs, notre communauté. Mais je crois qu'encore une fois, on est aussi là pour les entreprises. Enfin, je ne suis pas très surpris finalement malheureusement dans les enquêtes de ce que vous avez dit vis-à-vis de l'entreprise et ces deux choses. Là, je reprends la casquette apprentissage, mais il y a une culture apprentissage aussi à développer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a plus de 700 000 apprentis que c'est gagné. Il y a une vraie culture apprentissage à inculquer aux entreprises. C'est pas, voilà, mais aussi la culture de l'apprentissage qui est à développer au sein des écoles, de démontrer un savoir-faire. Et effectivement, le jeune, on lui donne envie au départ, mais il faut clairement le préparer pour l'avenir. Et parce que notre enjeu, c'est quand même
l'emploi et de répondre aux besoins des entreprises. Et peut-être je finirai par cette dernière question, parce que comme ça, il restera entre 5 et 10 minutes pour répondre à des questions s'il y en a. Qu'est-ce qui fait que les entreprises, elles sont en retard sur l'apprentissage dans leur manière d'aborder les apprentis? Pourquoi on a ce retard-là, côté entreprise, hein? Côté entreprise, c'est le manager de proximité et c'est la capacité à intégrer un apprenti que même si aujourd'hui, malheureusement, on est parfois sous le cliché où ça coûte pas cher, mais il faut l'accompagner au quotidien. C'est malgré tout un investissement. Et il faut aussi des managers de proximité qui soient prêts à accompagner un apprenti au quotidien. Je crois que Pourtant, ils savent le faire sur les stagiaires. Oui, mais c'est quand même sur un apprentissage, je crois que ça peut encore être différent. Je pense que ce n'est pas toujours les mêmes types de managers qui sont concernés par cela. Et je crois qu'il n'y a pas à montrer du doigt les entreprises, je pense qu'il faut les accompagner. C'est un mouvement qui va encore être long, mais encore une fois, je dirais que l'écueil de l'aide qui a été très importante, je crois que c'est pour nous un levier, c'est le moment d'accompagner et d'intégrer. Et je crois que c'est surtout ça. C'est aujourd'hui tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on rapproche l'école de l'entreprise et comment est-ce qu'on fait rentrer la formation dans l'entreprise pour démontrer le savoir-faire et de bien faire comprendre que la formation leur appartient. Donc, les rendre acteurs de la formation, leur donner la capacité de donner leur avis et de finalement progresser ensemble. Ok. J'avais une autre question sur l'intégration depuis très longtemps des enjeux environnementaux aux mines de Paris. Avec Mathieu, on a longuement parlé. S'il n'y a pas beaucoup de questions, ça sera la question que je vous poserai, Mathieu. Mais est-ce qu'on a des questions dans le fil de discussion? Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont envie de poser des questions. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez les écrire. Oui, ou même prendre la parole, à la limite, pourquoi pas. C'est vrai, mettez bien votre micro si vous avez envie d'intervenir. On a une dizaine de minutes. Camille Delan, je ne sais pas si j'écorche votre nom. Bonjour madame. Delan, mais c'est pas grave. Delan. Tout le monde dit Delan. Merci beaucoup pour votre présentation et merci à Nathalie, Mathieu et Ralph pour tout ce que vous avez dit. J'ai pris des notes. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites de placer l'élève aussi au cœur de la formation et de l'impliquer dans la co-construction. J'avais une question. Donc moi, je travaille dans une école de droit privée qui est CFA. On a une centaine d'étudiants donc en Master 1 et Master 2 de droit et pratique des affaires en particulier. Je voulais savoir si vous aviez déjà testé le concept de la classe inversée et si vous l'envisagiez, en tout cas, ce que vous pensez de ce format pédagogique. Alors, je laisse la parole à Mathieu, Nathalie ou Ralph. Allez, je commence. Oui, effectivement, la classe inversée, ce sont des méthodes pédagogiques qu'on voit de plus en plus. Alors, nous, on le fait de deux façons, pas sur les troncs communs ou les spécialisations ou autres. Par contre, on le fait via la vie associative, c'est-à-dire qu'une équipe d'une association transmet des compétences ou fait des cours, mais par contre à un public différent, c'est-à-dire par exemple aux diplômés. On positionne l'étudiant dans le cadre d'une asso, alors une association par exemple Equality, on a des associations qui travaillent sur ces sujets, sur le handicap, sur des choses des fois plus ludiques. Et en fait, on positionne les étudiants en mode enseignant pour une autre communauté. Donc, ce n'est pas forcément pour les étudiants, mais du coup pour les diplômés. Et donc, vous avez des diplômés qui reviennent à l'école et qui ont en face d'eux des étudiants qui leur transmettent des compétences. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont mises en place. Et après, on l'organise aussi dans ce qui est mis en place pour le risque de décrochage, où les étudiants qui peuvent avoir des difficultés, où là, ils ont un système d'accompagnement par des pairs. Donc, c'est vraiment l'apprentissage entre pairs. Donc, on n'est pas vraiment dans la classe inversée, mais sur l'apprentissage entre pairs, où les étudiants vont être les aidants d'autres étudiants qui peuvent être en situation ou de décrochage ou de difficultés particulières et donc prennent le relais d'une certaine façon du professeur parce que le message va passer en fait d'une autre façon entre étudiants. Il y a une traduction différente de ce que dit l'enseignant. Donc voilà, donc plus sur un apprentissage entre pairs du coup ou un appui entre pairs. Je ne sais pas si ça a répondu si. à votre question. Merci beaucoup. C'est pour ma part, je laisse mes collègues. Oui, pour compléter, il faut bien se renseigner avant. En fait, c'est à double tranchant. Nous, on en a testé des fois où ça a complètement échoué. Et puis, dans d'autres cas, on en a testé où ça a super bien marché.
Et récemment, avec le Covid, on a eu des très bonnes comme des très mauvaises surprises, enfin, notamment au printemps 2020, où on a été un peu contraint et forcé de mettre ça en place en urgence, y compris sur des enseignements assez pratiques avec sur ordinateur ou des choses comme ça. Et on a eu des super surprises. Il ne faut pas hésiter à aller lire ce qu'écrivent les spécialistes du sujet, comme Marcel Lebrun là-dessus, qui est un pédagogue assez reconnu, belge, et qui explique bien en fait que la vraie question à se poser, c'est mais qu'est-ce que je cherche à la fin, qu'est-ce que je veux que mes étudiants apprennent. Et en fait, en tirant le fil comme ça, en se disant quelles sont les compétences que je cherche à leur apporter, on arrive assez facilement à voir pour un type de cours si c'est une bonne idée ou pas. Merci. Merci beaucoup. Quand on l'a expérimenté, alors de la même manière, hein, il y avait des avis assez mitigés. Je crois que ça a été à un moment donné une espèce de solution miracle, hein, où tout le monde voulait effectivement aller sur ce type de concept, mais je crois qu'on n'a pas forcément toutes les satisfactions au bout. Par contre, là où c'est hyper intéressant, c'est encore une fois sur l'application pratique vis-à-vis des professionnels et des entreprises, ou sur des choses très concrètes sur lesquelles ils peuvent voir un effet ou un résultat assez rapidement, de manière très concrète. On peut avoir des résultats assez intéressants. Et c'est là… cette pédagogie inversée, on l'utilise surtout justement dans l'interaction avec les professionnels sur des ateliers assez ciblés, mais pas en généralisant parce qu'on n'en a pas eu les résultats escomptés. Et puis, il faut aussi une très bonne maîtrise de l'équipe pédagogique pour piloter les choses. Ouais. Merci Merci beaucoup. beaucoup sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Mathieu, quand on a préparé, vous m'expliquez à quel point les mines étaient en avance sur la partie environnementale, notamment la décarbonation. Peut-être on terminera par ça. Mais vous me disiez aussi, on se pose beaucoup de questions dans le S de la RSE mais voilà, quel est notre modèle d'impact social? Quel type de manager on forme? Quels sont les critères sur lesquels on peut être bon sur le S de la RSE? Et je trouvais très intéressant d'en discuter avec vous parce qu'il y avait beaucoup d'écoles disent voilà, on sait quel type de manager il faut former, on sait quel type de leader on veut, etc. Vous avez beaucoup de questionnements, beaucoup de modestie sur justement votre impact sur le S de la RSE. Donc à la fois, ma question elle est double, c'est à la fois quelle est toute cette avance que vous avez prise sur la partie environnementale et en même temps votre réflexion curieuse et modeste sur la partie sociale. Pour essayer de faire vite et de remettre dans un contexte un peu global, la question environnement, climat, énergie, en fait, ce que je disais, c'est que ça va très très vite, les évolutions. On est passé d'un moment où c'était un sujet qu'il faut présenter aux élèves qui le souhaitent, comme cours un peu électif il y a 15 ans, à ça doit être au cœur de tous les cursus parce que c'est le problème central qui va chapeauter tout, en fait, globalement. C'est plus à mettre à côté de la transition digitale ou de problèmes de type l'évolution du système de santé ou de choses comme ça. Enfin, c'est vraiment, ça va être le cœur de ce qui doit nous concerner dans les 50 prochaines années. Donc, c'est presque plus un sujet. C'est transverse et c'est partout. Après, par ailleurs, du coup, se posent les questions, mince, on n'a pas vu un truc comme ça apparaître, parce que quand même, collectivement, même si nous, on était un peu en avance sur ces sujets-là, année 2010-2015, alors que c'était déjà un problème majeur, en fait, il n'y avait pas grand monde qui s'y intéressait à remettre en cause ces formations en considérant ces problématiques-là. Et donc, on n'a pas vu un sujet de ce type-là apparaître. Comment on va faire pour les suivants qui vont nous tomber dessus un petit peu avec un monde qui va de plus en plus vite? Et entre autres, donc, ce que je pense important, c'est de développer deux choses chez les élèves à long terme, plus que d'aller regarder qu'est-ce que veut dire le S de RSE, est-ce que c'est telle ou telle subdivision des objectifs de développement durable de l'ONU, c'est vraiment de se dire quels sont les types de jeunes qu'on doit former, je redis jeunes cette fois-ci, pour pouvoir affronter en fait un monde qui va bouger à une vitesse effrayante. Et donc, si je devais comme ça dégager une tendance, je pense que c'est vraiment d'être plus actif sur une forme d'attention à l'autre, d'attention aux autres, qui servira, je me répète encore une fois, mais qui servira de socle commun à un affrontement collectif des problèmes et des crises qu'on va avoir à gérer par la suite. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quel ordre elles vont être. Par contre, si on prépare les jeunes à travailler vraiment ensemble et vraiment en faisant attention à tout le monde, plutôt qu'à penser à eux et à leur entourage proche, en fait, uniquement,
ben, ça sera la clé qui nous permettra en tant que société, en tant que planète, en fait, d'affronter ces différentes crises. Donc voilà, c'était Ouais, vous disiez qu'il faut leur donner un panorama complet de la problématique RSE. évidemment, évidemment, parce que derrière, en fait, je vais être honnête, je les forme en sachant que ce que je leur apprends aujourd'hui sera inutile dans 10 ans. Enfin, inutile, pas complètement, mais c'est mal, mais sera pas complètement adapté à ce qu'ils devront affronter dans 10 ans. Et d'où la nécessité de donner l'ensemble des clés de lecture pour qu'ils soient armés pour aller chercher par eux-mêmes ce qui manquerait, ou du moins d'avoir une problématique vraiment large sur le sujet. Ça passe donc par des questions très techniques, enfin des apprentissages très techniques, jusqu'à des aspects vraiment plus de type sciences humaines, sociologiques en fait. Parce que, au milieu de tout ça, il y a des êtres humains. Ça, c'est un point sur lequel j'ose espérer ça sera encore le cas dans 50 ans. Ralph, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ou sur… je vous donne l'avant-dernier mot de la fin et ensuite à Nathalie. Ouais, non, mais je crois qu'il y a un mot qui a été dit avant, pareil, hein, c'est l'humilité. Je pense que sur ces questions sociétales, il faut aussi un peu d'humilité. Je pense qu'il faut aussi donner la possibilité aux étudiants de donner leur expression et leur vision de la société d'aujourd'hui et dans laquelle ils veulent développer leurs valeurs. Donc, je crois qu'il faut… je crois que trop souvent, la RSE peut être un peu trop moralisatrice et je pense qu'il faut aussi donner la possibilité aux jeunes de donner leur point de vue sur ça et de développer les valeurs comme ils les souhaitent et effectivement l'accompagner au fur et à mesure des années et des générations, voir cette évolution-là. Et par contre, leur donner toujours en exemple, effectivement, faire le manager de demain, c'est finalement qui ils ont envie d'être et dans quelle société ils ont envie de vivre, en n'étant pas trop moralisateur, encore une fois, mais vraiment qu'ils soient acteurs de cela. Merci beaucoup, Ralph. Et Nathalie, si vous voulez ajouter quelque chose, on terminera par vous. Je souscris aux visions de mes collègues et de pas mal d'écoles et je pense que ce qu'aimeraient les étudiants, c'est que ce soit évident partout, que ce soit évident dans nos écoles, dans les enseignements, qu'on n'en parle même plus. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est ce que disait Mathieu, c'est pas un département la RSE, c'est pas des modules de RSE, c'est que quand on parle marketing, il faut de la RSE. Quand on a des formations sur le vin et les spiritueux, on doit parler RSE. Quand on parle RH, enfin, ça doit infuser partout. Après, des fois, ce qui est compliqué, c'est entre ce qu'ils vivent à l'école et puis effectivement, quand ils vont en entreprise, en entreprise, il y a des incohérences entre ce que porte l'entreprise, qu'elle met sur ses murs, et puis en fait, ce que l'étudiant peut vivre au quotidien dans des choix qui sont faits. Donc voilà, et des fois, cet écartèlement n'est pas facile entre ce qu'ils vivent, ce qu'on leur apprend, ce qu'ils souhaitent, et puis après, la réalité du terrain dans une vie économique où voilà, l'entreprise n'est pas parfaite non plus, la société non plus. Donc voilà, mais après, ils sont assez intelligents, les étudiants, je trouve. Ils ont tellement de capacité à faire bouger les choses dans leur communauté déjà étudiante. Voilà, je pense qu'ils ont déjà un sacré rôle à jouer sur les sujets. Donc, on catalyse et puis après, on les suivra. Donc, et les entreprises en feront autant. Mais voilà, à souhaiter qu'il n'y ait plus de département RSE un jour parce que ce sera inclus partout. Donc, Merci beaucoup. Il est 10h03 ou 4, donc on est à peu près, on est dans les temps. Merci mille fois, vraiment merci beaucoup Nathalie, Mathieu, Ralph d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées, à toutes celles qui pourront voir le replay, à toutes les écoles qui font confiance à Piat School et puis à toutes les autres aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup Camille d'avoir animé avec moi. Merci beaucoup à Virginie, à Mélanie, à Zoé qui ont beaucoup travaillé sur ce morning et puis globalement sur des projets à Piat School. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Et juste, je rebondis sur Laurent, on se retrouve pour la soirée. La grande soirée en octobre 2022, avant de vous quitter quand même, on va vous remettre vos trophées. On a hâte de vous retrouver avec toutes les entreprises où il fait bon pour faire son stage à Pitch donc, on espère vous y retrouver. On vous en donnera plus d'infos. Et un grand merci encore à vous tous d'avoir été présents. Et on vous dit à très vite pour la prochaine campagne d'Happy at School. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.